Mesdames et messieurs les directeurs, les professeurs, chers collègues, je suis vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui au Palais Royal cette nouvelle édition des Regards croisés du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Vous le savez, ce sont des rendez-vous biennaux qui, je le pense, sont des temps forts de la coopération, des échanges entre nos deux ordres de juridiction. Ils nous permettent de confronter nos regards, nos points de vue sur un grand nombre de matières, un grand nombre de sujets que nous avons en commun. Et dans de précédentes éditions, nous avons ainsi pu débattre de la notion d'ordre public. J'en garde un souvenir très vivant, c'est la Cour de cassation qui accueillait ces regards croisés il y a 2 ans. La notion de sanction, qui est aussi en partage entre les deux ordres de juridiction, la question de l'articulation entre les ordres juridiques français, européens et international, comme de la rencontre entre santé et justice. Aujourd'hui, nous nous intéressons, et merci d'avoir répondu nombreux à notre invitation, au droit du travail. Au droit du travail d'aujourd'hui, mais aussi au droit du travail de demain. Et ce sujet me paraît à la fois passionnant et tout à fait adapté à nos colloques communs pour au moins 3 raisons. La première, c'est que la matière elle-même est une des plus stimulantes qui soit. Le travail, c'est une notion centrale dans notre organisation économique et sociale. C'est une notion que le droit a structurée en s'efforçant d'articuler les contraires, l'individu et le collectif, la subordination et l'autonomie, la loi et le contrat. Le deuxième intérêt est que le droit du travail, tout le monde en conviendra aujourd'hui, a fait l'objet de profondes transformations au cours des dernières années à la faveur de plusieurs réformes qui ont accru la place de la négociation collective et du contrat, mais aussi sous l'effet conjugué de la numérisation, de l'avènement des plateformes numériques, de la globalisation de l'économie qui bouleverse les relations de travail traditionnelles. Enfin, et c'est la troisième raison de nous réunir, le sujet est particulièrement adapté à ces conférences communes, car le droit du travail se situe à la croisée du droit privé et du droit public. Il dépasse même les frontières nationales, puisque les droits européens et internationaux ont aussi construit et développé leurs propres normes en la matière. Et c'est donc l'une des matières de prédilection du dialogue des juges. Et si dans l'ordre interne, le droit du travail apparaît plus spontanément comme relevant du droit privé et de la compétence du juge judiciaire, il s'agit bien en réalité d'une matière partagée, le juge administratif jouant dans sa structuration et son application un rôle déterminant sur lequel je souhaiterais revenir brièvement avant de céder la parole au Premier président et au procureur général de la Cour de cassation que je suis particulièrement heureux d'accueillir ici au Conseil d'État. L'intervention du juge administratif en matière de droit du travail est en réalité tout sauf résiduelle. Et je ne reprendrai pas la brillante typologie que j'ai lue récemment. C'est un article de notre collègue Denis Piveteau qui, en quelque sorte, décrivait l'intervention du juge dans sa relation avec le juge judiciaire en matière de droit du travail autour de 4 fonctions. Un juge suiveur, un juge vicaire, un juge conjoint, n'a-t-il pas hésité à écrire, et un juge pilote. Donc, sans revenir sur cette typologie qu'il décrira mieux que je ne pourrais le faire, 2 choses me paraissent évidentes. La première, c'est que le juge administratif dispose de compétences élargies parce qu'il est en quelque sorte le miroir de l'intervention publique qui existe et qui, je dirais, se renforce dans le domaine du droit du travail. Dans une matière qui est principalement faite de relations contractuelles entre personnes privées, la puissance publique, on le sait, conserve un rôle structurant qui justifie la compétence du juge administratif. C'est d'abord le cas évident de la réglementation du travail, qui, outre l'examen dont elle fait l'objet au titre à la fois de la fonction consultative du Conseil d'État
peut être soumise, et elle l'est souvent, au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, mais le juge administratif est aussi appelé à contrôler les décisions prises par l'administration du travail lorsque cette dernière encadre les relations sociales dans l'entreprise. Je pense notamment au domaine historique du licenciement des salariés protégés. Je pense aussi aux injonctions relatives au règlement intérieur des entreprises qui ont donné lieu à une jurisprudence particulièrement intéressante. En 2013, le juge administratif s'est aussi vu confier le contrôle des mesures administratives de gestion de l'emploi avec le contrôle des plans de sauvegarde de l'emploi et plus récemment celui des ruptures conventionnelles collectives. Enfin, le juge administratif contrôle naturellement la nécessité et la proportionnalité des sanctions administratives prises en matière de travail. Au travers de ses compétences élargies, étendues, le juge administratif a pris toute sa part à l'élaboration des principes structurants du droit du travail dans un dialogue fructueux que je voudrais saluer avec la Cour de cassation. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau et on le sait, le juge administratif s'est inspiré du Code du travail et de ses principes fondamentaux dont il a assuré en quelque sorte la transposition en droit de la fonction publique. L'agent public dispose ainsi, et par la jurisprudence administrative, par la création de principes généraux du droit qui ont été dégagés en réalité de principes transversaux issus du Code du travail, de garanties équivalentes à celles du salarié. Il ne peut pas être licencié en cas de grossesse. Il bénéficie d'une exigence de salaire minimum. Et je me souviens très bien de l'arrêt de section Aragno qui a créé ce principe général du droit. Il bénéficie d'une obligation de reclassement en cas d'inaptitude. Mais même hors de ce champ, il arrive fréquemment que le juge administratif, pour trancher les litiges qui lui sont soumis, doive appliquer des principes de droit privé. Et lorsqu'il le fait en tenant le plus grand compte de la jurisprudence de la Cour de cassation, soit qu'il l'applique expressément, soit qu'il la transpose en l'adaptant. Et je pense par exemple en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, le juge administratif a par exemple été amené à se prononcer sur la validité d'un mandat syndical ou d'un accord collectif de droit privé ou à interpréter les stipulations conventionnelles d'un accord de branche, ce qu'il a fait chaque fois en appliquant les principes issus de la jurisprudence judiciaire. Plus récemment, le Conseil d'État, et je voudrais le souligner, c'est une affaire du 15 décembre 2017, Société Odéolis, a rejoint par exemple le juge judiciaire en faisant prévaloir le droit au respect de la vie privée sur les facilités offerte à un employeur par la géolocalisation. Alors, un juge présent, un juge disposant de compétences étendues, qui sont en quelque sorte le miroir de l'intervention publique dans le champ du droit du travail, mais aussi un juge administratif. Et là, je voudrais tous vous en assurer de manière très ferme et très convaincue, un juge administratif qui entend prendre toute sa part à l'adaptation du droit du travail aux nouveaux enjeux économiques et sociaux. C'est un droit en profond bouleversement, en profonde modification, et le juge, qu'il soit judiciaire ou administratif, est un acteur de cette transformation. Plusieurs sujets sont en débat, à la fois comme conséquence de l'application des ordonnances de 2016 et 2017, mais aussi par anticipation des défis à relever dans le champ des relations du travail. Disons-le, et je voudrais insister d'abord sur ce point, le Conseil d'État s'attache, et il continuera à le faire, à sécuriser le cadre juridique issu des dernières réformes législatives. Soyons clairs, avec les plus récentes ordonnances, le balancier s'est en quelque sorte déplacé au profit de la négociation collective. Mais cette évolution ne doit pas, selon moi, conduire à un désengagement corrélatif du Conseil d'État, y compris lorsque la loi et le règlement se font moins présents. Il lui appartient notamment, et encore plus qu'avant, comme juge, mais aussi comme conseiller du gouvernement, lorsqu'il examine les textes proposés par le gouvernement,
de s'assurer que la généralité du cadre législatif n'aboutit pas à une mise en œuvre erratique, une mise en œuvre instable au gré des secteurs, des entreprises ou des périodes. S'agissant des plans de sauvegarde de l'emploi, le Conseil d'État a ainsi rendu plusieurs décisions importantes destinées à sécuriser le cadre juridique et à clarifier la nature de son contrôle. Il en résulte que s'il reconnaît exercer un contrôle moins approfondi sur les plans ayant fait l'objet d'un accord collectif, il demeure attentif au respect des règles d'ordre public prévues par le Code du travail. Le Conseil d'État a également réfléchi, et je crois que c'était utile, c'était pertinent, à la rénovation des relations du travail dans le cadre du phénomène de l'ubérisation. Vous le savez, l'étude annuelle du Conseil d'État en 2017 s'est penchée sur les rapports entre puissance publique et plateformes numériques en répondant à la question comment le droit doit se saisir, et en particulier le droit administratif, doit se saisir du phénomène de l'ubérisation. Dans ce rapport, le Conseil d'État relevait déjà que l'essor des plateformes numériques aboutissait à la pérennisation, à l'installation en quelque sorte rampante de certaines formes de travail atypiques, à une déstabilisation de la relation traditionnelle de travail et à aussi, il faut le reconnaître, une forme de précarisation des travailleurs des plateformes. Je pense toujours à ces livreurs de repas à vélo avec ces énormes sacs à dos carrés. Pour moi, c'est l'image aussi d'une certaine précarisation des travailleurs des plateformes. Dans ce contexte, l'étude appelait à trouver un nouvel équilibre entre la gestion de l'emploi et la protection des travailleurs. Il faut le dire, il y a beaucoup de bien dans le développement de ces plateformes numériques qui stimulent l'innovation, qui apportent de nouveaux services, qui offrent aussi des gisements d'emploi qui sont bénéfiques à notre économie. Mais il faut aussi que ce développement des plateformes numériques respecte et s'assure que les droits essentiels des travailleurs demeurent garantis. Le Conseil d'État, la juridiction administrative, pour ce qui les concerne, sont ainsi particulièrement attentifs à promouvoir, je dirais, un ordre public social équilibré, respectueux bien sûr de la liberté d'entreprendre, mais aussi des droits individuels des travailleurs. Il ne peut pas y avoir dans ce domaine de secteur de l'économie qui soit des places de non-droit pour les travailleurs qui y consacrent leur activité. L'exemple du numérique, et je voudrais terminer par là, montre en outre, en matière de travail, comme dans d'autres domaines, toutes les interrogations qu'adresse au juge l'avènement voulu, parfois fortuit, d'une régulation supranationale qui tend parfois à s'imposer. La globalisation de l'économie, la mobilité des travailleurs, les stratégies transnationales des entreprises ont en effet mis à mal l'ancrage territorial du droit du travail qui s'est construit comme cela, en cadre national. Aujourd'hui, le droit du travail doit s'articuler avec des normes internationales de plus en plus nombreuses. Je pense par exemple aux dispositions prévoyant un plafonnement des indemnités devant les conseils des prud'hommes, dont la conventionnalité est débattue devant plusieurs juridictions prud'homales. Tout cela crée des perturbations, crée des chocs, crée des incertitudes, mais révèle aussi le besoin d'une régulation transnationale plus approfondie pour éviter, disons-le, les phénomènes de dumping social ou de forum shopping qui nuisent aux salariés autant qu'aux États. Comme en matière de numérique, une régulation mondiale semble peu probable. Il faut être humble, elle n'est pas à notre portée. Mais l'échelon européen offre déjà des perspectives sérieuses qui doivent être saisies et approfondies. La nouvelle directive détachement des travailleurs est une première réponse et la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union, notamment celle de 2014, de 2015, de 2016, qui porte tout le nom de Job Center en Allemagne, atteste également de la volonté de la Cour de Luxembourg de lutter contre les phénomènes de tourisme social ou de contournement des législations nationales.
Ces premières réponses doivent être approfondies, car une chose est sûre et devient de plus en plus certaine, ce n'est pas à l'échelon exclusivement national que se construira le droit du travail de demain. Mesdames et messieurs, comme nous le voyons, les questions sont nombreuses et je ne m'étendrai pas davantage car les 3 tables rondes qui vont suivre permettront de les traiter, de répondre à vos questions et d'esquisser, je l'espère, des pistes de réflexion plus détaillées. Avant de céder la parole à Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, et à François Molin, procureur général près la Cour de cassation, qui nous font le plaisir et l'honneur d'être à nos côtés ce matin pour la suite de ces propos introductifs, je souhaiterais remercier très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces regards croisés, notamment la section du rapport du Conseil d'État, mais aussi la Cour de cassation dans son ensemble, et plus particulièrement également les intervenants, ainsi que ceux qui vont présider les 3 tables rondes qui vont bientôt s'ouvrir. Jean-Denis Combrexel, président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui est ici chez lui, mais qui est encore plus chez lui quand on parle de droit du travail. Bruno Catala, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, que je voudrais très chaleureusement accueillir ici au Conseil d'État, et Catherine Courcol-Bouchard, premier avocat général près la Cour de cassation, que j'ai également beaucoup de plaisir à accueillir, tant elle est attachée au dialogue des juges entre nos 2 ordres de juridiction. Je constate avec plaisir que le public est venu en nombre aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous de très, très stimulantes discussions. Merci. Monsieur le vice-président, monsieur le procureur général, mesdames et messieurs les présidents, mes chers collègues, mesdames et messieurs, on pourrait simplement s'en rapporter, monsieur le président, à votre présentation de cette rencontre, tant elle est approfondie et exhaustive. S'il ne fallait tout de même que je contribue à présenter l'approche que la Cour de cassation a elle-même de cette 5e édition, disiez-vous, effectivement, de nos rencontres, consacrées les dernières fois à des thèmes transversaux, vous les avez rappelés, la sanction, le santé et justice, l'ordre national au regard de l'ordre international, l'ordre public. Mais pour la première fois, nous abordons une discipline entière, le droit du travail. Et en effet, le droit du travail participe des 2 branches du droit, public et privé. L'un des premiers manuels de référence du droit du travail est d'ailleurs né de l'alliance de 2 grandes plumes, celle d'un privatiste, Jean Savatier, et celle d'un publiciste, Jean Rivero. Aussi, le thème de cette journée s'imposait en réalité, dans le cadre de nos échanges, comme une évidence en tant que sujet partagé. Ce choix est également pleinement justifié par l'actualité d'un droit en pleine évolution. D'abord, un sujet partagé, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, si le juge judiciaire est naturellement compétent pour connaître des litiges qui opposent dans l'entreprise salariés et employeurs, le juge administratif, quant à lui, s'est vu reconnaître une compétence importante en raison de l'intervention croissante de l'autorité administrative dans un certain nombre d'hypothèses. Ainsi en est-il en cas d'application du statut protecteur des salariés titulaires d'un mandat ou encore en matière de licenciement pour motif économique, en sorte que des questions contentieuses, analogues ou proches, même si elles peuvent être tranchées à travers des prismes distincts, traversent en réalité la division de notre organisation juridictionnelle en 2 ordres,
L'exemple du licenciement pour motif économique est à cet égard particulièrement expressif. Après avoir relevé de l'ordre administratif à la suite de l'instauration en 1975 de l'autorisation administrative de licenciement, il a été confié, après sa suppression en 1986, au juge judiciaire. Mais depuis 2013, il est partagé entre les deux ordres de juridiction. Pour faire simple, les grands licenciements collectifs pour motif économique sont à nouveau soumis à une décision de l'autorité administrative et partant en cas de contentieux au juge administratif, tandis que les licenciements individuels ou les petits licenciements collectifs pour motif économique relèvent de la compétence prud'homale. Au-delà des réflexions ouvertes par la complexité d'un tel système, il n'empêche que le droit du travail, en ce qu'il intéresse à la fois le juge judiciaire et le juge administratif, de manière parfois fortement imbriquée, illustre l'idée du partage des principes tels qu'ils sont appliqués par chacun des ordres juridictionnels. Ainsi, les notions que le juge administratif met en œuvre pour les travailleurs de la fonction publique s'avèrent souvent proches de celles que le juge judiciaire applique lui-même aux salariés de droit privé. De même, certaines règles essentielles issues de la jurisprudence administrative dans le domaine des droits fondamentaux ont été reprises par le droit du travail. On songe à l'arrêt Société Peinture Corona du Conseil d'État, dont l'énoncé de principe a été introduit dans 2 articles du Code du travail, et notamment la disposition phare qu'est l'article L. 1121-1 relatif aux droits de la personne et aux libertés individuelles et collectives. Cette proximité de problématiques communes en droit du travail invite à une cohérence des réponses. Les réponses que nous apportons, les uns et les autres, aux justiciables. Nos hautes juridictions sont ainsi conviées au dialogue pour faire converger ou au moins mettre en adéquation l'appréhension des notions partagées. Elles y répondent depuis 10 ans, époque de la mise en place, sous l'impulsion commune de M. Yves Struyou, conseiller d'État en charge des contentieux du droit du travail, et de Mme Laurence Pécaud-Rivolier, conseillère à la Chambre sociale de la Cour de cassation, mise en place d'un groupe de travail qui réunit périodiquement des membres des premières et quatrièmes chambres de la section du contentieux du Conseil d'État et de la Chambre sociale de la Cour de cassation sur les questions transversales du droit du travail. Très actif, ce groupe de travail, qui, je tiens à le dire, fait office de modèle et de référence pour l'organisation de la communication dans les autres domaines que nous partageons, a permis aux acteurs du monde administratif et du monde judiciaire du droit du travail d'apprendre à mieux se comprendre et à échanger pour tenter d'élaborer ensemble des réponses aux contentieux d'hier et de demain. Ainsi en est-il, par exemple, de la définition du trouble objectif de nature à justifier le licenciement d'un salarié, ou de la détermination du critère de transparence financière exigé pour la représentativité des syndicats, 2 sujets sur lesquels récemment ont convergé les jurisprudences des 2 cours. Donc, sujet véritablement partagé,
Puis sujet, vous l'avez dit également, Monsieur le Président, sujet ô combien d'actualité. Le colloque que nous consacrons aujourd'hui au droit du travail entend analyser son évolution sous la question centrale de son avenir à travers le titre même qu'il s'est donné, vers un nouveau droit du travail, forme interrogative, inspirée du titre d'un article récent du président Combrexel, publié dans les suites immédiates des ordonnances du 22 septembre 2017. Le droit du travail, plus que tout autre domaine juridique, a en effet été l'objet au cours de ces dernières années, vous l'avez rappelé, de profondes réformes. Depuis 2004, 9 textes ont modifié des éléments aussi fondamentaux que l'ordre public social, la répartition et le rééquilibrage des sources du droit du travail, la refonte des institutions représentatives du personnel, le rôle du juge social dans le règlement des litiges, autant dire les grands équilibres de la matière. Les réformes, notamment celles issues de la loi du 8 août 2016 et des ordonnances de septembre 2017, en ce qu'elles ont sensiblement modifié l'architecture des relations de travail, requièrent une réflexion commune sur les nouvelles notions dégagées par les textes à l'aune des enjeux que le législateur a entendu défendre, mais également de ceux que crée la réalité sociale elle-même. La Chambre sociale a ainsi déjà été saisie de pourvoi sur les nouvelles institutions représentatives, telles que les prévoit l'ordonnance du 22 septembre 2017. Elle y a répondu, notamment par un arrêt du 19 décembre dernier, en s'inspirant de la définition retenue par le Conseil d'État pour la mise en place des comités d'entreprise. Mais l'essentiel des questions reste à venir, vous l'avez dit. C'est pourquoi ce colloque offre l'opportunité de faire émerger certaines d'entre elles et d'en examiner les défis avec l'aide des experts nombreux qui sont ici réunis aujourd'hui. Le thème de cette journée s'imposait donc. Il sera abordé au sein de 3 tables rondes dont les contours ont été largement définis pour susciter une réflexion qui, au-delà des nouvelles dispositions textuelles qui seront à appliquer et le cas échéant à interpréter par les juridictions, qui permettent d'analyser le sens des évolutions tant juridiques qu'économiques et sociologiques, nationales et internationales. Aussi, j'adresse à mon tour tous mes vœux de réussite à ces regards croisés qui invitent à penser, voire à repenser, le droit du travail en cette année 2019, centenaire de l'Organisation internationale du travail, fondée sur la conviction que la justice sociale est essentielle pour garantir une paix universelle et durable. C'était le grand message de 1919 au lendemain de la terrible guerre. Dans la perspective de cet anniversaire, l'OIT invitait dès 2016 les États membres à engager des dialogues nationaux pour l'avenir du travail, dont les résultats ont été publiés par la Commission mondiale sur l'avenir du travail créée en 2017. Son rapport, publié le 22 janvier dernier et qui sera soumis à la session du centenaire de la Conférence internationale du travail au mois de juin prochain, s'intitule « Travailler pour bâtir un avenir meilleur ». Quel bel objectif pour les travaux d'aujourd'hui
qui se rattache directement à cette philosophie. Merci. Monsieur le vice-président, monsieur le premier président, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord moi aussi saluer l'initiative conjointe du Conseil d'État et de la Cour de cassation d'organiser le colloque qui se tient aujourd'hui et dont le thème, je crois, se prête particulièrement bien à l'analyse croisée de nos deux juridictions. Monsieur le vice-président Lasserre, je vous remercie très vivement de l'accueil que vous nous avez réservé aujourd'hui au Palais Royal. Le droit du travail, vous l'avez rappelé, se situe en effet à la frontière des compétences entre le juge administratif et du juge judiciaire, et le contentieux du travail est partagé. Si le Conseil des prud'hommes est le juge naturel du droit du travail, et spécifiquement du contrat de travail, le juge répressif intervient également dans ce contentieux. Le Code du travail édictant de très nombreuses sanctions pénales, et le juge administratif connaît des recours dirigés notamment contre les décisions prises par les inspecteurs du travail ou contre les décisions administratives homologuant ou validant un plan de sauvegarde de l'emploi. Les interactions entre nos deux ordres de juridiction sur ce sujet d'intérêt commun sont donc permanentes et nécessitent aussi un dialogue qui doit être le plus fructueux possible. Le thème de ce colloque, vers un nouveau droit du travail, évoque à la fois les évolutions du droit, les évolutions du travail, mais aussi l'évolution du rôle du juge, dont je vais dire quelques mots. Les évolutions du droit d'abord. Toutes les lois qui ont modifié le Code du travail depuis le début des années 2000 ont eu pour objet de réformer les principaux éléments qui constituent l'architecture des relations du travail en France, la loi, les accords issus de la négociation collective, qu'il s'agisse d'accords nationaux interprofessionnels, accords de branche ou accords d'entreprise, le contrat de travail et les institutions représentatives du personnel et les instances de gouvernance des entreprises. On pourrait citer les lois de 2008 sur le contrat de travail et la rupture conventionnelle et sur la représentativité syndicale et la négociation d'entreprise appliquée au temps de travail. On pourrait citer la loi du 14 juin 2013 sur la négociation d'entreprise appliquée au plan de sauvegarde de l'emploi. On pourrait aussi citer la loi du 8 août 2016 sur le champ de la loi, le bloc de la négociation collective et ses rapports avec le contrat de travail. Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont bien évidemment accéléré ces évolutions, mais ont ouvert aussi un champ plus large. Elles ont réécrit des pans entiers du Code du travail, réforme du dialogue social, nouvelles règles d'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise, création du comité social et économique, instauration du barème de dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, création de la nouvelle rupture collective et réduction des délais de prescription. De nombreux commentateurs ont souligné l'instauration d'un nouveau modèle social. Si le droit du travail repose traditionnellement sur une vision sociale et protectrice, ayant pour objet de réguler les relations du travail et de rétablir l'équilibre des forces en faveur des salariés, placés dans un rapport inégalitaire avec l'employeur, les ordonnances de 2017 devaient s'inscrire dans une nouvelle perspective en retenant une vision participative et économique du droit du travail avec deux principes mis en exergue. Le premier, c'est que les règles du droit du travail doivent d'abord être élaborées par ceux auxquels elles s'appliquent, entreprises et salariés, représentés ou non par des syndicats. Et le deuxième principe, c'est qu'elles doivent, à minima, ne pas entraver le bon fonctionnement de l'entreprise, lieu de création de richesses et d'emplois, et dans la mesure du possible, contribuer à l'amélioration de leur compétitivité. Plusieurs questions peuvent donc être posées. On peut d'abord s'interroger aujourd'hui sur les apports réels de ce nouveau droit du travail. Qu'en est-il ainsi du nouvel équilibre entre les différentes sources du droit, avec un droit plus négocié et moins légal, avec la priorité donnée au niveau décentralisé pour l'élaboration de la norme? Qu'en est-il de la volonté de rapprocher la régulation du milieu du travail par l'accord d'entreprise ou par la consultation des salariés? Qu'en est-il du souci de rompre avec un droit du travail de plus en plus procédural et contentieux? Qu'en est-il de l'émergence d'un droit de l'individu, à travers notamment le compte personnel de formation
ou la création de droits relatifs à la déconnexion ou au télétravail. On pourrait également questionner la façon dont les acteurs du monde du travail et de l'entreprise se sont appropriés ce nouveau cadre, tout comme on peut s'interroger sur la nécessité pour l'Union européenne d'accompagner la réforme nationale, ce qui renvoie en réalité au nécessaire dialogue des juges que nous appelons souvent de nos vœux. Les évolutions du travail après l'évolution du droit. Le thème choisi pour ce colloque invite aussi à réfléchir aux nouvelles modalités du travail aujourd'hui, l'un des enjeux actuels étant bien évidemment l'ubérisation de la relation du travail et notamment le développement du travail par l'intermédiaire des plateformes. Dans l'arrêt rendu le 28 novembre dernier, dans l'affaire Take It Easy, la Cour de cassation a requalifié, vous le savez, les relations entre livreurs indépendants et plateformes en contrat de travail en relevant des indices de subordination juridique. Certains se réjouissent de la capacité de résistance du droit du travail classique et de sa figure emblématique, le contrat de travail. D'autres s'inquiètent au contraire des difficultés rencontrées par un nouveau modèle économique et social qui fournit de l'activité à des travailleurs sans qualification et sans expérience. On peut y voir un décalage entre un droit du travail traditionnel et les attentes et besoins d'un monde en pleine mutation. Et s'il faut se montrer vigilant et garantir un statut minimal aux travailleurs des plateformes, il convient aussi de permettre à des catégories de population aujourd'hui en marge du système de réussir leur intégration par le travail. Les interrogations relatives aux évolutions du travail lui-même et de son cadre concernent également les nouvelles formes d'organisation productive avec la numérisation du travail, la frontière plus difficile à tracer entre vie professionnelle et vie privée avec l'émergence du droit à la déconnexion, le lieu du travail enfin qui se modifie avec le télétravail et la plus grande mobilité. J'en viens au rôle du juge et à son évolution. On peut aussi en effet se demander comment le juge a vu ou verra son rôle évoluer à la suite des différentes réformes intervenues ces dernières années. Les chiffres sont à cet égard éloquents. Selon le ministère de la Justice, près de 127 000 affaires nouvelles ont été introduites devant la juridiction prud'homale en 2017, soit 23 000 de moins qu'en 2016, et alors même que le barème n'a pas encore déployé tous ses effets. Entre 2010 et 2017, le nombre d'affaires nouvelles devant les conseils de prud'homme est passé de 218 000 à 127 000. Cela peut s'expliquer en faisant le lien avec le succès des ruptures conventionnelles, bien sûr, mais aussi en constatant que l'action en justice pèse toujours lourd sur la vie personnelle et familiale d'un salarié, qu'elle représente aussi un risque pour lui et que la durée moyenne des affaires est longue, 17 mois. Cette déjuridictionnalisation va donc se poursuivre vraisemblablement avec l'ordonnance de 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail dans les TPE et PME. De même, le contentieux devant le tribunal de grande instance a fortement diminué avec les plans de sauvegarde de l'emploi mis en place par la loi du 14 juin 2013, négociés puis validés par la Directe. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Cela interroge en fait surtout sur le rôle de régulateur du juge dans les contentieux du travail et sur la place et les discussions et des confrontations dans les salles d'audience. Un professeur de droit, intervenant au colloque, soulignait récemment que le monde de la justice offre des lieux où les choses se disent, où l'on entend et l'on est entendu, et où, même si l'on perd son procès, on est respecté. Si cette baisse des saisines permettra de diminuer les stocks dans les chambres sociales des cours d'appel et de réduire par là même la durée trop longue des instances, les contentieux vont également se diversifier à la suite des réformes importantes entreprises. En effet, si l'office du juge est limité notamment par la mise en place de barèmes de dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, son rôle pourra aussi être considérablement accru dans le cadre de l'interprétation des dizaines de pages du Code du travail modifiées par les dernières réformes. Il est temps de conclure. Ce colloque et les échanges qui vont suivre sont bien évidemment la concrétisation du dialogue très riche et utile qui existe entre le Conseil d'État et la Cour de cassation et qui traduisent les liens forts qui existent entre nos deux juridictions. Je vous souhaite donc d'avoir des débats fructueux à l'occasion de cette journée et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup, Monsieur le Procureur général. Ces propos introductifs qui se terminent à 10h14, c'est rare, l'horaire prévoyait 10h15, lance bien, je crois, le thème d'aujourd'hui, et notamment la première table ronde qui va nous succéder, consacrée aux nouveaux défis pour le droit du travail. Et j'appelle maintenant le président de la table ronde, Jean-Denis Combrexel, ainsi que les intervenants à venir à la tribune.